Bonjour, merci de l'invitation. Je m'excuse parce que mon français, c'est pas très bon. En 1910, Adolf Loos écrivait dans Architecture: « Je suis très fier que les intérieurs que j'ai créés ne soient pas absolument photogéniques. » Et il a continué. Ironiquement, je dois renoncer à l'honneur de faire publier mes travaux dans plusieurs magazines d'architecture. Des années plus tard, en 1924, dans un article intitulé « Sur l'économie », il insistait « Je suis contre les photographes de l'intérieur ». Ainsi, à différents moments, Loos était parfaitement conscient de son manque de confiance en la photographie pour exprimer ce que l'architecture, et en particulier l'architecture de l'intérieur de la maison, sait ou devrait être. Dans l'article de 1924, il exposa sans équivoque, et plus largement que partout ailleurs, son opposition catégorique à la photographie de tels intérieurs et déclara vivement que la photographie avait le pouvoir de dématérialiser tout ce à quoi elle s'applique, de les distancer, de les figer, tandis que l'architecture intérieure repose précisément sur la proximité et la qualité sensorielle des matériaux et des corps, sur la présence tactile avec laquelle la vie entre en contact avec les choses, en tirant parti du monde matériel auquel elle appartient et non sur la distance visuelle que la photographie impose. Comment, insiste Loos, une photographie pourrait-elle recréer le confort d'une chaise, le toucher de son bois, la sensation enveloppante de sécurité? La forme particulière de la phénoménologie de Loos s'efforce de nous dire que si l'architecture a pour but de servir la vie et ne peut donc être définie que comme la vie en termes d'expérience, la photographie, en revanche, abstraite, stylise et esthétise la vie et l'architecture. Lorsque nous regardons les intérieurs, les photographies des maisons construites par Adolf Loos au début du XXe siècle, presque toutes ces photographies sont prises au cours des dernières années de sa vie, quand, à partir de 1930 environ, ces publications et ces hommages semblent commencer à créer un besoin de reproduction de son travail. Mais la première chose que nous remarquons est à quel point elles sont conventionnelles. Nous voyons par exemple beaucoup de vues frontales, symétriques, des parties les plus représentatives de la maison, telles que la salle à manger, voire la maison Langer de 1901, la maison Kühner de 1907 ou la maison Lovenbach de 1913, pour en citer quelques-unes, et des vues diagonales, apparemment plus détendues, des coins les plus intimes, généralement organisés autour d'une cheminée, comme dans la maison Langer, encore une fois, ou dans son propre appartement à partir de 1903, entre d'autres. De plus, tous les clichés sont pris à la hauteur de jeu, sans aucune distorsion ni violence, de sorte qu'il semble rechercher une sorte de naturalité de l'œil, aussi proche que possible du regard plus ou moins distrait qu'une personne qui fréquentait ces lieux leur donnerait habituellement. Loos a peut-être fait le tour de la maison avec les photographes en indiquant l'endroit où prendre les photos ou comment les encadrer, bien que cela n'aurait pas été nécessaire. C'est l'architecture elle-même qui dirige ces vues. En 1898, dans l'article « Un épilogue à l'exposition d'hiver », Loos avait écrit, ce sont ces maisons, Loos avait écrit que si les salons étaient un lieu de confort privé et individualisé,
il l'imaginait en fait comme une sorte de gentleman's club. La suite complète est terminée. Les fauteuils individuels prennent possession de nos salons. La salle à manger, en revanche, est un espace plus formel dans lequel chaque individu renonce volontiers à un peu de son confort personnel afin de faciliter un repas plus homogène. Très bien expliqué, visuellement expliqué dans la composition photographique de cette page du livre de Kulk. C'est ici, je crois. La formalité, d'une part, de la salle à manger dans la grande image, contre le confort intime du coin de la cheminée dans, logiquement, la petite image. C'est exactement le point de vue ou la position que nous offrent ces photographies, qui nous font oublier qu'entre nous et les intérieurs de l'os, un appareil photo a été interposé avec tout ce qui est impliqué dans l'acte de prendre une photo et nous faire sentir, sinon à l'intérieur de ces endroits, du moins que nous ne leur sommes pas absolument étranges. À cet égard, il est frappant de constater à quel point la méfiance de l'os en relation avec l'éloquence intrinsèque de la photographie coïncide dans ces années avec celle de Heinrich Böllflin. Également préoccupé par le sujet, Böllflin écrivit en 1897, la même année de l'article que nous avons mentionné avant, un long article développé dans une seconde édition en 1914 sur la manière dont la sculpture dans un musée devait être photographiée, limitant la liberté d'interprétation du photographe et exigeant que la photographie soit seulement une référence impartiale dans laquelle les points de vue que le travail exige, presque toujours un seul point de vue, coïncide avec la vision habituelle du visiteur du musée. Canalos, de même que pour Böllflin, la photographie est au mieux un moindre mal. Toute tentative du photographe d'interpréter le sujet photographié ne peut que conduire le spectateur à un grave malentendu. Pas moins conventionnellement, il suffit jeter un coup d'œil au magazine de décoration d'intérieur de l'époque ou à la super publicité pour l'antiquaire Schmidt que l'os a publié dans Das Andere. Ces intérieurs sont toujours inoccupés, pleins de choses, mais sans personne. Il est intéressant de faire une vraie pause ici pour réfléchir à cela. Dans les photographies, au contraire, dans les photographies des magasins de l'os, et cette fois, celles-ci sont contemporaines de sa construction, avec la multiplicité des reflets de leurs fenêtres, vitrines, comptoirs et miroirs, nous apercevons de temps en temps une silhouette humaine, une ombre, un reflet, comme ce qui se produit toujours, je dois insister, toujours dans les magnifiques photographies de bureaux et de cabines d'essayage des tailleurs Goldman und Sallach en 1998. Des reflets qui ricochent et se dématérialisent, profils flous et perdus, reflets et profils qui montrent l'état de ce lieu traversé, ce sont des magasins traversés par cette espèce de res publica moderne qui est la marchandise, exactement la même condition qui exigeait que ces photographies soient prises à l'époque et non un jour plus tard. Dans les photographies des intérieurs, cependant, bien qu'il n'y ait personne, et encore moins, bien sûr, des silhouettes ou des ombres fantomatiques, et bien que certains espaces représentatifs tendent à être dominés
par des grands miroirs et leurs reflets multiplicateurs, comme on le voit dans les salles à manger, les salons ou les vestibules, par exemple. Il y a eu dans ces photographies une tentative de mettre en évidence les traces de la vie. Comme je l'ai dit, il n'y a personne, mais des traces subsistent. Tapis, coussins, tissus légèrement froissés ou usés, chapeaux ou par-dessus, figurines, cendriers, livres laissés comme par hasard sur les étagères. Considérez sur cet angle la photographie de la cheminée chez Loos que j'ai vraiment mentionné ci-dessus, prise vers 1930 est absolument exemplaire. Comparons-la avec d'autres photographies plus contemporaines ou plus familières. Par exemple, il y a une prise pendant la construction de l'appartement en 1903, dans laquelle Loos et sa femme à cette époque, Lina Obertimpfler, sont assis sur les bancs en briques de chaque côté du feu. Les meubles et les objets ne sont pas encore arrivés. Sur la gauche, nous voyons des planches nues des restes du travail des constructeurs, mais le feu a été allumé comme un symbole de la chaleur qui imprégnera tout. Sur une autre photo prise vers 1909, plus ou moins, nous voyons la niche entre la cheminée et la fenêtre. Les murs sont recouverts de peintures, de rideaux et les sols recouverts de tapis. Les étagères des livres et toute la chambre pleine d'objets de toutes sortes, de petits meubles individuels. Les tabourets, la table occasionnelle sont presque une caractéristique de ces intérieurs, jusqu'à les pots en céramique, les coussins et les horloges. Sur une autre photo prise en 1929 par Claire Beck, qui a épousé Loos cette année-là, il est debout devant la cheminée, les pieds ensemble, au milieu du cadre, regardant droit vers la caméra. Ils sont toujours là, les horloges, la céramique, les outils de fer et la chaude lumière qui s'incline par la fenêtre à gauche, ici hors de cadre. Ses pieds, les pieds de Loos, reposent sur un tapis qui, dans la photo précédente, était dans les coins près du canapé, et des objets précieux qui bougent. La photo de 1930 que j'ai mentionnée au début, prise dans les coins aveugles, est beaucoup plus officielle, avec son désordre un peu trop bien fait, cherche néanmoins à conserver toute cette intimité. La lumière rasante venant de gauche, mise en évidence par l'allongement des ombres des objets sur les bancs, la céramique, la ferronnerie, comme s'efforçant de pénétrer la pénombre de ces petits coins. Sur le sol, au milieu, nous voyons les tapis sur lesquels Loos a planté ses pieds et derrière lui un autre tapis coincé dans les petits espaces, un coin replié comme si nous pouvions trébucher dessus. Un signe à la fois intime et exposé au public, donc, de l'utilisation extrêmement tactile de cet intérieur, et un détail nonchalant auquel, grâce au caractère de la photographie en tant qu'empreinte, une fois que nous l'avons vu, nous ne pouvons pas détourner le regard. L'impression sur les tapis et l'impression photographique s'amplifient mutuellement. Bien qu'il n'ait jamais écrit un traité sur le sujet, Loos connaissait, comme Jules Favre ou Bouvard et Pécuchet, ce que veut dire l'incommodité des commodes. Le titre d'un traité d'ameublement que Bouvard et Pécuchet ont voulu écrire, mais qu'ils n'ont jamais commencé.
C'est-à-dire, il connaissait ce que les détails de la vie plus quotidienne et plus vulgaire signifient. Ce sont aussi les détails inattendus qui luttent pour émerger dans les photographies qui nous égratignent les yeux. Dans les photographies des intérieurs de l'os, le désordre typique n'est pas seulement présent, il est également présenté avec subtilité et c'est ce qui rend ces intérieurs si chaleureux. La photographie qui nous fait prendre conscience de ces petites négligences disparaît en même temps subsumée dans ces détails. Évidemment, cela nécessite que les intérieurs n'ont pas d'occupants, car nous sommes les occupants, des habitués parfaits, familiers avec tout, nos propres traces dans une prudence photographique et tout sauf des intrus. Il y a des architectes qui construisent des intérieurs, non pas pour que les gens y vivent bien, mais pour être jolis quand ils sont photographiés, a déclaré Loos sur l'économie, l'article de 1924 que nous avons mentionné au commencement. La vérité est qu'il ne serait pas long avant que les fortunes changeant de sa vie, son séjour à Paris, les commandes glamoureuses d'avant-garde et populaires, la diffusion internationale de son travail, les hommages à la fin de la décennie conduit ces photographes à tomber fatalement dans cette tentation. À partir de la fin des années 20, lorsque certains architectes rationalistes, fonctionnalistes ou architectes ainsi nommés ont commencé à considérer l'os comme un précurseur ou un maître, certaines maisons de l'os ont commencé à se rassembler à celles de ses supposés disciples. Du moins, c'est ce qui intéresse nous ici, en photographie, en image. Ce sont précisément ces photographies qui ont longtemps servi à illustrer le travail de Loos dans les publications du mouvement moderne, créant une grande incompréhension du sens véritable de son architecture et de sa représentation. Regardons par exemple la photographie de murs lisses et symétriques de l'escalier de la maison de Tristan Tzara de 1926, ponctuée de 3 masques africains, ou bien c'est de la maison Moller de 1928 avec leurs intérieurs presque vides et leur vie diagonale qui transforme les espaces en objets absolument abstraits, des plans et des contre-plans. Il s'agit de photographies dématérialisantes, stylisées, qui devaient faire de Loos un architecte moderne dans les cercles parisiens à la fin des années 20 et au début des années 30. Faire de Loos un Goodfellas, l'un des nôtres. Il est vrai que, sans chercher plus loin, il suffit de comparer la photo que j'ai mentionnée de l'escalier de la maison de Tzara avec d'autres photographies moins formelles et plus intimes de la même maison, bourrées de meubles omniprésents et de bibelots de son propriétaire pour être conscient de l'erreur. Mais le fait est que les photos des premières maisons de Loos, que nous avons considérées ci-dessus, esthétiquement et techniquement conventionnelles, avec les intérieurs bourrés d'objets et de meubles tout aussi classiques, son amour pour les meubles Chippendale légendaires, et plein de signes de vie, ne pouvait plus, à la fin des années 20, représenter un architecte moderne. C'est Adolf Loos qui a estimé que les photographies de l'intérieur de ces maisons étaient incompatibles avec que ces intérieurs avec ce que ces intérieurs étaient, jusqu'à dire qu'il s'opposait à les faire photographier, représente dans le domaine des relations entre l'architecture moderne et la photographie une position que très peu, pour ne pas dire personne, ont adoptée.
À cet égard, l'attitude de Le Corbusier peut être considérée comme très différente à celle de Loos et même diamétralement opposée. En fait, à qui pourrait penser Loos si ce n'est qu'à Le Corbusier lorsqu'il critiquait les architectes qui construisent leurs maisons uniquement pour en avoir de belles photographies. Si le problème est ici entre l'architecture et la photographie, ou plus exactement entre la photographie et la vie, comme le dit Loos, il convient peut-être maintenant de rappeler une anecdote racontée par Julius Posener. Il semble qu'un jour, au début des années 1930, Le Corbusier soit arrivé à la rédaction de l'architecture d'aujourd'hui et a demandé à Posener, qui avait une vingtaine d'années à cette époque, de l'accompagner lors d'une visite à la Villa Stein. Construite en 1927, le Stein venait de vendre la maison à des Néerlandais nommés, quelle coïncidence, Steen. Le Corbusier pensait pouvoir enfin prendre des photos de l'intérieur avec un bon mobilier, car il avait toujours trouvé horrible le mobilier des propriétaires d'origine. Quand ils sont arrivés à la maison, Le Corbusier a demandé à Posener d'attendre dans la voiture pendant qu'il rentrait à l'intérieur pour jeter un coup d'œil. Il ressortit aussitôt, complètement abattu, et remarqua que le Steen avait acheté la maison non parce qu'il était celui qui l'avait conçue, mais en dépit d'être lui l'architecte, on peut dire malgré tout. Apparemment, elle se trouvait à proximité du terrain de golf, ce qui compensait toutes les lacunes. Posener a demandé avec insistance « Et le meuble ?» Et vous me le demandez, fit la réponse laconique de Le Corbusier, qui resta en silence le reste du voyage. Il va sans dire que les photographies n'ont jamais été prises. Le fait est que, contrairement à Loos, Le Corbusier a toujours éliminé toute trace de vie des photographies de l'intérieur de ses maisons. En effet, il chercha activement ce que Loos considérait comme un échec abyssal, la stylisation, au sens strict de créer un style. Vraiment, par rapport à son architecture, les photographies sont la meilleure démonstration de comment le style s'impose à la vie, à l'habiter. En effet, il n'y a pas d'habitants dans les photographies des intérieurs de Le Corbusier. Il n'y a que des suspensions abstraites et des récits théoriques. Mais regardons, avant de poursuivre, quelques-unes des photographies de la Villa Stein prises, comme nous faisons maintenant, ou mieux commandées par Le Corbusier, dont quelques-unes ont été publiées dans les premiers volumes de l'œuvre complète en 1929, entre d'autres lieux. Comme dans le cas de Loos, ici aussi, les photographies sont conventionnelles, techniquement, formellement, et de toute façon que nous les regardons. C'est-à-dire qu'elles ne s'imposent pas sur ce qu'elles représentent, mais semblent plutôt disparaître. Elles sont clairement un support et un moyen. Cependant, ce qu'elle montre, c'est une autre chose. Des intérieurs absolument vides, littéralement dénudés, fenêtres sans rideaux, murs sans émages, planchers sans tapis, étagères sans livres, dans lesquels flotte occasionnellement un objet trouvé solitaire, exaspérant, délibérément déposé par Le Corbusier pour réagir avec ces vides aériens. Parfois, comme dans le pavillon de l'Esprit Nouveau, une chaise tonnette, mais Loos, incidemment, pensait que Le Corbusier avait toujours choisi de mauvais modèles tonnettes. Le fauteuil bureau 6009 qu'il a mis en effet un peu partout. Mais sans règle générale,
C'était une chaise de jardin transplantée à l'intérieur, transformée en objet au cure inattendu, qui se présentait comme forme en suspension dans le vide ou contre la surface plate d'une paroi transformée en l'écran d'un théâtre d'ombre. Celle-ci pourrait s'appeler des photographies exemplaires, ce qui est clairement le cas si l'on tient compte de la formidable influence qu'elles ont exercée sur l'architecture du XXe siècle. Avec ces photos, Le Corbusier se jette lui-même dans l'interprétation de son travail et, comme je l'ai dit, dans la définition la plus radicale de son style. L'une de ces photographies que Le Corbusier aimait publier en pleine page montre les premiers étages de la Villa Stein, tourné vers ce qu'il appelle la bibliothèque, bien qu'il n'existe en réalité aucun livre, ni même d'étagère. À gauche, nous voyons le vide du vestibule sur lequel Le Corbusier a placé un piédestal, un porte-faux soutenant un petit bronze de Matisse, nu allongé, dont la première version date de 1907 et qui faisait partie de la collection de Stein. Mais avant de continuer, c'est ça. Posons-nous la question suivante. Comment étaient-ils les divers appartements célèbres que les Stein, Gertrude et Léo, ou Michel et sa femme Sarah, propriétaires de la villa, avaient eu à Paris, au 27 rue des Fleuries ou à rue Madame, avec les lourdes tables de bois sombre aux pieds tournés, leurs fauteuils, leurs coffres et cassettes, leurs buffets couverts de pièces en céramique et en métal, les sculptures anciennes, modernes ou exotiques, leurs lampes à abat-jour frangées, leurs canapés noyés dans des coussins et des tapis et leurs murs absolument couverts de tableaux, leurs Cézanne, leurs Matisse, leurs Picasso, etc. Dans nombre de ses écrits, Le Corbusier a préconisé de garder le mur nus et les peintures cachées dans ce qu'il nommait un casier à tableaux. Ce n'est que lorsque les propriétaires ont envie de les regarder qu'il doit être récupéré, les tableaux, comme un livre, et puis remis en place lorsque le désir était satisfait. Si la relation que Le Corbusier a proposée avec les choses est cette concentration austère et purement intellectuelle, celle suggérée par les appartements et les studios de Stein est absolument visuelle et parfaitement tactile, une chose pour l'autre, et se joue dans une errance somptueuse, luxuriante. Tout y déborde, tout est excessif, parce que tout veut être contemplé en même temps, être possédé en même temps, mais il y a une comparaison encore plus directe possible avec la sculpture de Matisse. Précisément, cette sculpture, les nues allongées, qui flotte de manière isolée dans le vide de la Villa Stein que nous avons vu, a été représentée par Matisse dans de nombreuses peintures comme l'un des éléments de nature morte qui contribuent aux intérieurs chauds et tremblants, saturés de couleurs et baignés de lumière, d'une lumière dense et brillante, si caractéristique de son travail. En eux, la vie est représentée par l'ornement, par la vrille torsadée qui s'ensunit dans tout et par l'arabesque qui saute d'un côté à l'autre, donnant forme à tout et colonisant toutes les surfaces. Des figurines langouresses aux poissons rouges, en passant par les vases de fleurs et de fruits jusqu'aux tapis et papier peint,
imprimé au milieu de cette exaspération ornementale. Le nu allongé, comme Galatée dans l'histoire de Pygmalion, vient à la vie, s'anime et s'incarne. Tout le contraire de ce qui se passe sur la photographie de Le Corbusier, dans laquelle la sculpture de Matisse n'est autre que une espèce de pâte dure, noire, brillante, de charbon ou d'asphalte, se détachant en une solitude absolue contre les larges plans lisses blancs des murs et du plafond, dans la nudité totale d'une maison non ornée, désornementée, ou mieux encore dépossédée. Je me suis référé à Galatée. Le Corbusier pétrifie de nouveau à nouveau la seule figure qui est parmi toutes les histoires de métamorphose, où la pierre se transforme en chair plutôt qu'à l'inverse, est devenue vivant, c'est incarné. C'est peut-être une métaphore appropriée de ce qu'il cherchait dans les photographies de ses œuvres. Comment sinon, mais en annulant tout signe déviennel, pourrait-elle être transformée comme il le désirait en le paradigme de son style le plus radicalisé? Loos s'est méfié de la photographie et la rejetait car il interprétait son architecture de manière sensorielle. Le Corbusier a découvert l'efficacité de la photographie parce que, contrairement à Loos, il cherchait à représenter son architecture comme une chose fermée, comme cosa mentale. Cependant, les deux extrêmes se rejoignent à un moment donné. Ils considèrent tous deux la photographie comme un support et lui refusent toute autonomie. J'ai déjà évoqué la conventionnalité des prises de vue, des techniques du cadrage. En même temps, le nom du photographe n'est jamais crédité, ou presque jamais crédité. Il est considéré comme un simple employé anonyme, exceptionnellement. Dans une note de bas de page de Versine Architecture, Le Corbusier rend brièvement hommage à Frédéric Voissonnas. Dans ses photographies du Parthénon et de l'Acropole illustrent ces termes de capacité professionnelle, si vous voyez Voissonnas au travail. Le photographe, à l'image de la caméra qu'il utilise, est un instrument subordonné à l'architecture, ou plus précisément à sa représentation. Ni Loos ni Le Corbusier n'ont pu accepter que les photographes imposent leur point de vue, ni même qu'ils puissent en avoir un. Si nous avons jusqu'à présent considéré Loos et Le Corbusier comme antithétiques, c'est parce que nous avons parlé de la possibilité ou non de la représentation photographique de l'architecture moderne. Maintenant, cependant, nous pouvons les placer ensemble, du même côté de la barrière, parmi ceux qui refusent d'accorder toute indépendance à la photographie, par opposition à ceux qui pensent très différemment que l'architecture moderne peut mieux s'exprimer grâce au langage de la photographie, non moins moderne et autonome que l'architecture, un langage qu'elle-même a forgé. Sans aucun doute, et laissez-moi citer le Bauhaus en ce temps de célébration de 61, le Bauhaus était l'endroit où la conviction selon laquelle l'architecture et la photographie pouvaient renforcer mutuellement leur pouvoir et leur vertu était plus profondément ancrée. Mais ce serait une autre histoire. Merci.